tous, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info. Comme tous les vendredis, nous vous proposerons en fin de journal un invité lié à l'actualité. Nous recevrons le docteur Patrick Couder, directeur médical des Rolex Masters. Mais en attendant, voici les titres de votre journal. En ouverture de cette édition, nous partirons au Brésil où la Monaco Blue Initiative avait lieu en présence du souverain. Nous découvrirons la nouvelle édition du Salon Ever qui se tenait au Grimaldi Forum. Nous parlerons de la MAD mondiale qui réunissait son conseil d'administration. Nous assisterons à l'ouverture du 5e congrès Imagina Dental consacré aux dernières technologies dentaires. Et pour terminer, nous continuerons notre série de reportages dédiés au Printemps des Arts. Après Santiago, au Chili, en 2014, la Fondation Prince Albert II ainsi que l'Institut océanographique ont organisé la 7e édition de la Monaco Blue Initiative à Sao Paulo, au Brésil. Thème de cette année, l'aquaculture. Un reportage sur place d'Alexandra Pani. L'aquaculture au centre de toutes les attentions durant cette 7e édition de la Monaco Blue Initiative à Sao Paulo. Alors qu'aujourd'hui la pêche traditionnelle ralentit, l'aquaculture quant à elle est en nette progression depuis les années 2000, passant de 32 à 67 millions de tonnes en 2012. Une augmentation qui n'est pas sans risque pour les océans et la biodiversité. Une réflexion a donc été menée autour d'une possible aquaculture raisonnée et des attraits socio-économiques que cela pourrait engendrer. Je crois que le maître mot est effectivement raisonné. Et comment est-ce qu'on peut rendre l'aquaculture, parce qu'on va toujours avoir un besoin de protéines qui viennent des produits de la mer, pour nourrir une population toujours grandissante. Et à l'horizon, vous le savez, de 2050, nous serons un peu plus de 9 milliards d'habitants sur Terre. Donc la seule réponse possible à ce besoin en protéines animales, mais qui viennent des produits de la mer, c'est l'aquaculture. Puisque la pêche, toutes les pêches traditionnelles ne sont pas viables à long terme et commencent très sérieusement à avoir des problèmes. Donc ça ne veut pas dire que tout soit parfait en aquaculture. Il y a eu aussi de mauvaises méthodes et qui n'étaient pas durables. Mais là, je crois qu'il y a un réel effort. Nous avons eu l'exemple à la session de ce matin de ce qui se passe en Brésil et en Amérique latine. Il y a de réels efforts qui sont faits. Et on va vers un développement de l'aquaculture dans un esprit raisonné qui ne demande qu'à se développer et à prospérer et puis à servir d'exemple aussi à d'autres pays et sur d'autres continents. Les consommateurs tendent aujourd'hui vers une prise de conscience sur la provenance de leur alimentation. L'aquaculture raisonnée peut apporter une solution durable à ce besoin croissant de protéines issues de la mer, tout en alliant une préservation de l'environnement. On s'aperçoit chaque jour davantage qu'une économie verte, ou une économie bleue si on veut parler de la mer, si elle est bien gérée, si elle est gérée dans des conditions environnementales et durables, est une meilleure affaire qu'une économie mal gérée de ses points de vue environnementaux. Et ça, c'est quelque chose qui se répand, pour lequel non seulement, je dirais, la société civile, les gens qui sont liés aux associations de défense pour l'environnement et qui ont été un peu les missionnaires sur ces domaines ont eu des choses à dire, mais c'est aussi que de plus en plus les acteurs économiques s'en rendent compte. Encore une fois, il s'agit de concilier les deux. Et donc il y a effectivement une orientation de plus en plus forte vers des exploitations qui soient respectueuses de l'environnement et qui, dans une certaine mesure, soient durables, soient créatrices d'emplois, soient bénéficiaires aux collectivités côtières notamment, dans lesquelles elles s'exercent. Sous l'impulsion du prince souverain, la Monaco Blue Initiative voit le jour en 2010. Son objectif, créer des synergies entre les différents acteurs impliqués dans la protection des écosystèmes marins et le tissu économique des pays concernés. Des thèmes qui sont choisis pour chaque édition en fonction de l'actualité et ayant une corrélation notable entre eux. Nous avons abordé la pêche et en particulier la surpêche. On a vraiment l'impression que si on laisse faire les grandes industries, c'est la course à aller pêcher le dernier poisson libre dans les océans. Aussi, assez naturellement,
Les personnes disent s'il faut être raisonnable en matière de pêche, pourquoi ne pas faire de l'élevage de poissons, de l'aquaculture ? Ça paraît être une excellente idée. Le problème, c'est que nous avons vite constaté que lorsque l'aquaculture est faite de façon trop intensive, on pourrait dire industrielle, celle-ci est une vraie catastrophe écologique. Et c'est justement sur cette question-là que nous voulons travailler. Comment faire en sorte que l'aquaculture puisse être durable ? Des inquiétudes ressenties auprès de nombreux spécialistes présents lors de cette 7e édition. Sandra Bessudo était conseillère océan du vice-président de la République de Colombie. Elle a créé une fondation afin de protéger l'île de Malpelo, aujourd'hui devenue un sanctuaire marin. Elle s'interroge donc naturellement sur les dangers d'une aquaculture mal maîtrisée et sur les nouvelles technologies qui pourraient apporter des solutions durables. Faire de l'aquaculture avec des espèces qui ne sont pas natives de l'endroit, c'est-à-dire qui sont importées dans d'autres pays, qui parfois peuvent être ou ont déjà été relâchés dans des rivières ou dans les océans, et le problème écologique que cela peut amener. Donc pour moi personnellement, ça a été très important, très intéressant de venir à ce Monaco Blue Initiative, de connaître les différentes expériences, d'écouter ce que d'autres personnes peuvent penser à ce sujet-là. Et vraiment, il est important de regarder la science, regarder les technologies les plus propres possibles, et surtout pouvoir partager les technologies qui existent aujourd'hui pour les pays qui n'ont pas encore cette technologie, pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Les océans étaient également au cœur de ces débats. La dernière session de la journée leur était alors réservée. Je pense que l'importance des océans dans les changements climatiques commence à être progressivement prise en compte. 70% de notre planète est composée d'océans et si l'on regarde en termes de volume, cela correspond environ à 98%. Il est donc évident qu'ils jouent un rôle important dans la régulation du climat. Une estimation a été faite, 93% des chaleurs excessives générées par le changement climatique ont été absorbées par les océans. Ils doivent donc avoir une part importante dans cette équation. J'estime qu'il y a eu d'ores et déjà beaucoup d'efforts de la part de nombreux pays, dont Monaco, afin de s'assurer que les océans occupent un réel rôle dans les négociations sur les changements climatiques. Avec une population en constante augmentation, l'aquaculture s'avère être une solution indispensable à la sécurité alimentaire. Une aquaculture raisonnée permettrait donc de répondre à ce besoin indispensable de protéines venant de la mer, tout en respectant la biodiversité et les acteurs économiques de ce secteur. De nouvelles technologies offrent donc d'importantes perspectives pour l'avenir. Et vous venez de le voir, cette 7e édition de la Monaco Blue Initiative a été inaugurée en présence du souverain et du gouverneur de Sao Paulo, Geraldo Alckmin. Alexandra Pani l'a rencontré. Monaco est un exemple pour le monde. Un exemple de préservation de la nature, de notre environnement, de la promotion de la paix. C'est un grand honneur de recevoir le prince Albert II ici, à Sao Paulo, au Brésil. Deuxièmement, c'est important pour nous de recevoir cette année, ici, la Monaco Blue Initiative. C'est un événement de portée mondiale, essentiel pour la lutte contre la faim, mais également dans l'intégration sociale par l'aquaculture et la production d'aliments. Un événement indispensable au point de vue du développement durable et de la préservation de nos ressources naturelles. Cette culture de préservation est primordiale pour l'éducation, la culture, l'économie et le social. Retour en principauté, vous le savez certainement, le salon Ever Monaco a ouvert ses portes ce mercredi. Focus aujourd'hui sur le Kia électrique Paris-Monaco, un reportage de Frédéric Elion. À bientôt à Monaco. Mardi 5 avril, 10h30, le début d'un périple de 1200 km pour le Kia Soul, le premier crossover urbain 100% électrique.
Dans le cadre du salon Ever, la marque sud-coréenne organisait un road trip, le Kia électrique Paris-Monaco. Départ donc de l'ambassade de Monaco à Paris pour 4 jours de route, direction Chalon-sur-Saône, Brignoles, puis Fréjus avec des haltes auprès des bornes de recharge pour une arrivée ce vendredi midi en principauté sur le parvis du ministère d'État. Objectif de ce périple, montrer qu'il était possible de voyager en véhicule électrique sur de longues distances. On n'était pas sur un rallye avec un record en termes de temps, donc on a pris notre temps. On a effectué 5 arrêts à l'extérieur, 2 arrêts dans le réseau Kia, donc au total 7 arrêts. Le Soleil électrique, c'est une voiture qui a une autonomie de plus de 200 km, de 212 km exactement en pur électrique. Et c'est une voiture qui peut être rechargée sur une borne de recharge rapide à 80% en 20 minutes. Le ministre d'État a accueilli le président de Kia Motors France ainsi que le directeur général. Il a pu découvrir le Kia Soul avant de prendre le volant pour un petit tour dans les rues de la Principauté. Place ensuite à une visite du salon Ever et un passage notamment au stand Venturi, puis Kia. Le Kia Soul se classe aujourd'hui au 6e rang des ventes de véhicules électriques en France. La MAD mondiale vient de réunir son conseil d'administration ainsi que ses antennes internationales. Une fois par an, cette grande réunion permet de faire le point sur les différentes actions soutenues à travers le monde par l'association créée par la Princesse Grace. Les explications de Patricia Navarro. Des visages familiers côtoient des petits nouveaux. Chaque année, l'Assemblée générale de la MAD mondiale est un lieu d'échange et de partage d'expériences. Il y a là, autour de son Altesse royale, la princesse de Hanovre, les responsables des antennes locales de la MAD mondiale, Italie, Belgique, Burundi et bien d'autres. Des partenaires tels que de grandes associations de Monaco et certains dont c'est le baptême du feu. C'est le cas de Federica Gianotta de Terre des Hommes, basée à Milan. Depuis quelques années, la MAD mondiale a décidé de redéployer l'aide qu'elle octroie en se tournant vers l'aide d'urgence ou les situations de crise. Le sort des migrants et plus particulièrement des enfants migrants ne pouvait donc pas laisser insensible l'association. Elle a noué un partenariat avec Terre des Hommes qui accompagne les mineurs migrants et les bébés arrivant en Italie par la mer. We work in different centers that we call first rescue centers, where children have to stay for, we'd say, temporarily. Nous travaillons dans plusieurs centres que nous appelons des centres de secours, où les enfants sont amenés à séjourner temporairement et parfois même pendant des mois. Et ces centres proposent un support psychologique ainsi que de l'éducation. On essaye de leur donner un maximum de choses. Pour cela, nous collaborons avec des institutions locales, donc nous ne gérons pas ces centres, mais nous offrons tous ces services avec des équipes mobiles et elles couvrent les 2 zones principales touchées du côté de Raguse et Syracuse, en Sicile. Pour cette grave crise des migrants que connaît l'Europe, 250 000 € ont été débloqués, 100 000 proviennent du gouvernement et 150 000 ont été offerts par le jeune couple de mariés, Pierre Casiraghi et son épouse Béatrice. Et au-delà de l'aide d'urgence, la MAD poursuit aussi ses programmes qui s'articulent autour de 3 axes majeurs: protection des droits de l'enfant, santé et éducation. Anne Roosevelt, cofondatrice de l'association Giantoli, est venue présenter les actions qu'elle développe en Afrique de l'Ouest en matière de prévention de la santé et de l'accès aux soins. L'ONG est née d'un constat très simple qui est que la grande majorité des enfants meurent encore aujourd'hui de maladies très simples à soigner localement dans les dispensaires locaux, faute d'être détectés et pris en charge suffisamment tôt. Et donc ce que l'ONG Giantoli a mis en place, c'est une méthode simple et complète de suivi, d'alerte et d'accès aux soins qui permet de préserver la santé des enfants. Et notre dispositif repose sur 3 piliers qui sont des femmes, des médiateurs de santé itinérants dans leur quartier qui vont au domicile des familles pour faire le suivi sanitaire préventif de l'enfant et l'éducation de la mère à l'adoption de comportements favorables à la santé de son enfant.
Également un système basé sur la téléphonie mobile qui permet de faire du dépistage rapide de maladies en collectant des données régulières de santé de l'enfant et en les transférant vers les dispensaires locaux partenaires. Et enfin un système d'assurance santé pour faciliter l'accès financier aux soins des familles. L'éducation n'est pas oubliée, elle constitue un socle incontournable dans le travail sur le terrain de la MAD mondiale. Les problèmes que le monde traverse actuellement, malheureusement, vient en grande partie de la pauvreté, mais aussi du manque d'éducation, de l'ignorance. Et nous pensons qu'éduquer des jeunes filles est un moyen utile, nécessaire, pour pouvoir justement lutter contre ces phénomènes-là. Et donc nous investissons notamment au Burundi, à travers l'éducation de jeunes filles orphelines qui sont prises en charge dans un collège de référence au Burundi et pour lequel la MAD a mobilisé des partenaires autour d'elle, dont un partenaire à Monaco, le CFM1 de Suez, qui a souhaité s'associer à ce programme particulier pour scolariser donc des jeunes filles dans ce collège. Enfin, parmi les programmes les plus récents et toujours en cours figure un projet de protection des enfants en milieu carcéral au Cambodge. Depuis le deuxième semestre de 2015, le nombre de femmes enceintes et d'enfants nés à l'intérieur des prisons cambodgiennes et accompagnant leur mère n'a cessé d'augmenter. En février 2016, ces prisons comptaient 41 enfants âgés de 0 à 2 ans et 39 femmes enceintes. C'est un événement consacré à la médecine dentaire, plus précisément aux dernières innovations. Imagina Dental a ouvert ses portes ce jeudi au Grimaldi Forum. Mélodie Choum vous en dit plus. C'est le rendez-vous des spécialistes de la dentisterie. Pour sa 5e édition, le salon Imagina Dental rassemble 22 exposants venus du monde entier pour présenter les dernières technologies de la profession. 3 jours de conférences et d'ateliers pratiques pour comprendre les enjeux du numérique dans la pratique dentaire, planification 3D, implantologie et microscope connecté. Le microscope opératoire est un instrument qui permet de grossir entre 2,5 fois jusqu'à 25 fois. Donc ça permet au dentiste d'avoir une vision qu'il ne peut pas avoir à l'œil nu, tout en travaillant confortablement puisqu'il va rester droit et sans se courber puisque le microscope a des aides au niveau ergonomique. Donc on peut faire de l'imagerie avec une caméra vidéo qui est intégrée, ce qui lui permet d'enregistrer ses cas et aussi de montrer au patient ce qu'il va faire et ce qu'il est en train de réaliser. Le salon propose l'expertise version numérique du soin oral avec des outils de plus en plus précis pour de meilleurs résultats. Il n'oublie pas l'aspect esthétique de la dentition avec le smile design, le sourire parfait, de plus en plus recherché. On vend un concept aux dentistes pour qu'ils offrent le plus beau sourire à leurs clients. C'est un système qui est simple, qui fonctionne avec une photo, qui est ultra rapide, où le dentiste va aller diagnostiquer, faire le devis et montrer le résultat final au patient. Et on a tous les outils nécessaires à ce que tous les contributeurs de sourire, tous les gens qui vont travailler au laboratoire, avec le dentiste, les spécialistes, puissent offrir exactement le sourire que le patient a vu en bureau, dans sa bouche. Donc c'est un système digitalisé qui a été inventé il y a plusieurs années, qu'on commercialise aujourd'hui à travers le monde. 400 participants de 26 nationalités ont été enregistrés au 2e jour de ce congrès. Les spécialistes se donnent rendez-vous l'année prochaine pour la 6e édition d'Imagina Dental. Au chapitre musique, suite de notre série de reportages consacrés au Printemps des Arts, coup de projecteur sur le concert dédié à la 3e symphonie de Mahler. José Sacré vous en dit plus. Barbara Hannigan était la soliste de correspondance pour soprano et orchestre d'Henri Dutilleux, qui a proposé le Printemps des Arts de Monte-Carlo ce jeudi 7 avril, en première partie d'un concert remarquable.
remarquable par ses interprètes, l'Orchestre symphonique de Bamberg, Philharmonie d'État de Bavière, avec le chœur de l'Orchestre symphonique de Bavière, le chœur d'enfants de l'Académie Régnier III de Monaco, la mezzo-soprano Gerhild Bomberger et le chef Jonathan Nott. Concert remarquable par l'œuvre inscrite au programme, la 3e symphonie de Gustav Mahler. Remarquable enfin par la présentation qui a été faite de cette symphonie et de l'œuvre de Mahler par Jean Castellini, conseiller du gouvernement pour l'économie et les finances, éminent mélomane et inconditionnel de l'œuvre de Gustav Mahler. Je ne suis pas là en tant que conseiller, je laisse mon métier au bureau, si j'ose dire, et je suis là en tant que président d'honneur de l'association des Amis du Printemps des Arts, que je soutiens maintenant depuis de nombreuses années et qui m'offre lors de ce festival le plus beau des cadeaux, à savoir un cycle Mahler avec des interprètes exceptionnels. Et voilà, et les mélomanes que je côtoie à Monaco savent l'importance que ce compositeur revêt pour moi. Ah oui, pour vous, vous avez parlé de malérite aiguë, à laquelle vous avez succombé très jeune finalement. J'ai succombé très jeune et j'y ai survécu puisque je me délecte de cette malérite encore aujourd'hui. Oui, c'est vrai, c'était un peu par des biais, des amis, des lectures. Et un de mes professeurs au lycée Albert Ier, c'est à tous ces gens-là que je dois ma passion pour ce compositeur qui effectivement est venu très jeune. Alors ensuite j'ai eu la chance d'étudier à Vienne, d'aller sur les traces de Mahler, les lieux où il a vécu, où il a composé, où il a dirigé. C'est quelque chose que je n'explique pas et qui en tout cas me comble à chaque audition. Et je me prépare donc ce soir à une expérience musicale incroyable avec cette représentation de la 3e symphonie par l'Orchestre symphonique de Bamberg. Mahler, c'est bien connu, on a dit que c'était le génie de la souffrance, la mort est présente dans presque toute sa symphonie, moins peut-être dans la 4e, et beaucoup moins ici, c'est la nature ici qui est présente. Ici, c'est en effet la nature, et j'ai envie de vous dire, au contraire de la mort, la vie sous toutes ses formes. Puisque ce qui est exceptionnel dans cette œuvre, et Mahler lui-même l'a décrit comme un poème musical, c'est que malgré sa grande hétérogénéité, il y a un fil conducteur qui amène l'auditeur de la représentation de la nature inanimée, les rochers, ce qui enfle dans ce premier mouvement gigantesque que Mahler décrivait comme le cortège de Bacchus, donc une représentation panthéiste de cette nature vers les éléments animés, les fleurs, les animaux et ensuite effectivement l'humain, l'enfant à travers toute son innocence et évidemment le sublime et l'amour de Dieu. Donc oui, on est très loin de ce côté parfois un peu morbide que l'on associe à Mahler et on est au contraire dans l'affirmation de la vie sous toutes ses formes. Voici donc ce que l'on pouvait retenir de l'actualité monégasque. Nous avons donc rejoint notre invité du week-end. J'ai à mes côtés le docteur Patrick Couder. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. Merci à vous de m'accueillir. Alors vous êtes le directeur médical du Monte Carlo Rolex Masters depuis de nombreuses années. Tout d'abord, j'aimerais que l'on revienne sur votre rôle durant l'événement et même celle de votre équipe.
Oui, c'est le rôle d'une équipe, justement, vous l'avez bien dit. Mon rôle, évidemment, c'est la responsabilité médicale, c'est l'organisation, c'est le fait, effectivement, d'être présent, de préparer l'événement qui se déroule pendant 10 jours auprès des joueurs. Nous sommes dans les vestiaires pro, juste à côté. On a un espace médical qui évolue et qui, cette année, s'est encore agrandi. Et forcément, c'est d'essayer de prévenir un petit peu toutes les blessures, de récupérer les joueurs dans l'état. On a un changement de surface, etc. Donc ils ont souvent quelques petites pathologies à réajuster. Et puis c'est d'organiser les équipes et de faire qu'on puisse être présent dans la durée. Voilà. Alors vous êtes un homme finalement toujours au service du sport, nous l'avons bien compris. Et finalement ce qui vous a démarqué durant votre carrière et encore aujourd'hui, c'est le fait d'utiliser toujours des machines de dernier cri, tout à fait innovantes. Alors comment vous est venue cette idée, d'où est née l'idée de cet attrait pour les nouvelles technologies et pour la médiamédecine connectée? Voilà, la médecine c'est un aspect, mais ça a commencé déjà depuis un certain nombre d'années. Je fais référence à quelqu'un pour qui j'avais beaucoup de respect, qui est Bernard Noat, donc l'ancien directeur du tournoi. Il avait, quand j'ai démarré, toujours pour habitude, chaque fois qu'on se retrouvait, bon docteur, alors quelles sont les innovations de cette année, qu'est-ce que vous allez nous faire de nouveau? Et il m'a mis ça en tête parce que chaque année, il fallait que je lui annonce quelque chose en plus, quoi. Et donc voilà, on a été... l'équipe a été la première, par exemple, à accueillir un échographe et donc mettre l'échographie au cœur des tournois. Après, ça a été repris, mais Monte-Carlo était le premier tournoi qui a permis ça. On a été les premiers à installer un podologue au cœur du tournoi pour qu'on puisse faire des soins. On savait que la posture, l'équilibre au sol, etc. est très important pour les joueurs. C'est à la suite d'accidents à chaque fois ou pas forcément? Non, justement, on est toujours un petit peu dans la prévention pour essayer. Alors bien sûr, quand il y a une pathologie, on essaye de voir si ça a des liens ou pas avec justement la statique et la posture. Mais ça nous paraissait extrêmement important à la fois pour soigner les pieds, qui sont très importants évidemment. Et donc il y a des soins de pédicurie, mais surtout des soins de podologie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, notre ami Jean-Pierre Bernard fait un grand nombre de semelles pour nos athlètes et qui sont diffusées dans le monde entier. Alors finalement, vous avez été un peu précurseur voilà, sur ce Rolex Master. On a amené pas mal de techniques, mésothérapie. Alors on a la chance d'avoir une équipe formidable, quoi, hein. Je suis entouré de Philippe Quenz qui est le directeur médical du football, hein, et puis Philippe Afria et Michael Benchortan qui sont les médecins du basket. Alors, vous voyez, je réfléchissais, je crois qu'à tous les quatre, on doit représenter à peu près 100 ans, 100 ans d'expérience du sport de haut niveau, donc c'est rassurant pour tout le monde. Un mot peut-être, docteur, sur ce colloque que vous allez organiser ici même à l'hôtel Fairmont le 31 mai et le 1er juin, justement sur la médecine connectée. Voilà, alors la médecine connectée, vous faites bien d'en parler. Alors d'abord, c'est pas moi qui l'organise, hein, c'est le docteur Namanovici, mais il me fait l'honneur de m'inviter sur une table ronde qui va être très intéressante puisqu'elle va être dédiée au sport et aux objets connectés dans le monde du sport. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde l'a remarqué, les sportifs, quand on le voit à la télévision, se baladent avec des GPS dans le dos et de manière à savoir exactement leur quantité, leur volume de course. On sait aujourd'hui qu'on surveille leur sommeil, on surveille leur tension, on surveille leur fréquence cardiaque, tout ça par des objets connectés. Et évidemment, tout ça, c'est quel objectif, pourquoi en faire? Et voilà, et ça, c'est le Graal du médecin, si vous voulez, c'est d'essayer d'aller prévenir, de voir si on peut arriver et intervenir avant la blessure, de repérer ce fameux état qui fait passer d'une forme optimale, bien souvent avec une fourchette très très étroite, où on bascule dans la blessure. Et donc, on a développé depuis un certain nombre d'années des solutions qui sont des solutions qui répondent à justement un exemple, et Philippe Quenz en parlera très bien à cette table ronde. Tous les matins, les joueurs, lorsqu'ils arrivent, on les interroge sur le ressenti de la difficulté de l'entraînement, sur le sommeil, sur les douleurs, etc. Ils mettent des scores, ce qu'on appelle, et en fonction de ces scores, on a des risques de blessures qui montent ou pas, et on peut jouer avec l'entraîneur en lui disant non, attention, on peut encore pousser un peu ou pas. Voilà, c'est vraiment très très intéressant. Et là, c'est une application pratique et concrète. Comment c'est perçu justement par les joueurs ? Par les joueurs, vous savez, toute cette nouvelle technologie. Un joueur, si vous arrivez à essayer de lui éviter la blessure et de stopper avant ça, vous savez, il y a des sommes considérables qui sont en jeu. Quand un joueur se blesse une semaine avant un grand événement dans un accident musculaire, il sait qu'on a pour 6 semaines et que c'est fichu. Il est très très concentré et il se dit, bon, si on peut arriver à protéger et à prévenir un peu ça, c'est bien. Donc tous ces objets sont très intéressants et on les décline. Voilà, toute ma vie était un peu consacrée
ce qu'on met en avant dans la pratique du sport de haut niveau, il faut que ça revienne sur tout un chacun et ensuite de le décliner. Donc c'est un peu comme de la Formule 1 à la voiture de tourisme. Tout ce qu'on peut amener dans le monde du sport, on essaye de le reproduire auprès de nos patients tous les jours. Et ça, c'est passionnant. Ça, c'est joliment dit. Dernière question, docteur. Est-ce que durant votre carrière, j'imagine que vous avez vécu des situations de stress. Est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter? Il doit y en avoir. Situation de stress, on en a vécu quelques-unes. C'est sûr. Je vais vous raconter la première, peut-être que j'ai vécue, c'était en 92. Et voilà, comme ça, c'est assez loin et les joueurs ne sont plus en exercice. C'était une finale qui avait lieu entre Thomas Muster et, je me rappelle, le joueur en face s'appelait Aaron Kriegstein. Et le joueur est venu me voir pratiquement 1 heure avant le début de la finale en me disant « Docteur, je viens annuler, je ne peux pas jouer ». Alors vous savez, vous avez un coup sur les gradins sont en train de se remplir et on veut dire, et vous imaginez d'un coup cette finale qui ne va pas avoir lieu. Donc il m'explique qu'il a un problème de dos, que ça, il s'est fait un petit peu mal, mais il n'est pas venu nous voir la veille, il pensait que ça allait passer, et il ne pouvait plus servir, il ne pouvait pas frapper du coup droit, et donc c'était un peu la panique, quoi. Donc on s'est dit, bon, pas de souci, on va faire tout notre possible, et effectivement, toute l'équipe, ostéopathe, on a fait de la mesothérapie, physiothérapie, enfin, on a travaillé beaucoup auprès de ce joueur, et je me rappelle très bien que lorsqu'il s'est relevé, je dis, bon, maintenant tu vas faire un essai, tu te rééchauffes et tu viens nous voir. On avait un peu l'angoisse. Il est revenu, il me dit, bon docteur, ça a l'air de tenir. Et il me regarde, il me dit, ça va durer combien de temps? Bon, moi je le regarde et je lui fais 2 heures, parce que je me disais, s'il nous joue 2 heures, c'est bien. Il a gagné à 1h59. Oh non. Et je me rappelle que il avait peur de se refroidir entre les yeux, et donc il s'asseyait presque pas entre les pauses, et il restait debout à sautiller, etc. Ça fait un peu sa légende du monstre qui cognait, et voilà, après il a rapporté beaucoup d'autres tournois, mais c'est vrai que pour nous, c'est le plus gros problème. Des joueurs qui arrivent un petit peu blessés, qu'on maintient et qui finalement se qualifient, arrivent dans les derniers jours du tournoi et qui finalement, on a vu des demi-finales ou des finales annulées. Et pour un tournoi, c'est vraiment dommageable. Pour les médecins, c'est triste. Pour l'équipe qui se bat tous les jours pour essayer d'éviter ça, c'est très dommage. Donc il faut rester très concentré et très humble surtout, parce que c'est pas parce qu'on a 30 ans d'expérience, il faut toujours être attentif et rester comme si c'était le premier jour, quoi. Merci beaucoup, docteur Patrick Couder, de nous d'avoir avoir accordé reçu. cet entretien. Peut-être un pronostic ou l'affiche, selon vous, de cette finale à ces Rolex Masters? Écoutez, c'est très difficile, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, Djokovic est vraiment très impressionnant, quoi, hein, et donc on le voit évidemment bien en finale, et qui va pouvoir cette fois-ci se confronter à cette finale, ça c'est un petit peu le suspense. Il y a des jeunes qui montent, qui sont intéressants à suivre. Donc voilà, je ne veux pas faire de pronostic, et surtout que le meilleur gagne, bien sûr. Bon, très bien, nous verrons ça d'ici quelques jours. En tout cas, merci beaucoup, de rien. docteur. Et je vous rappelle évidemment qu'une équipe de Monaco Info sera sur place pour vous faire vivre l'événement toute la semaine. Première édition juste après votre JT de lundi. Soyez au rendez-vous. Merci aux équipes techniques de Monaco Info pour cette interview, et on se quitte comme d'habitude sur la météo. Très bon week-end à tous. Découvrez la météo avec Eclectic. Galerie, Interior Design, Art and Gifts. Samedi, un ciel changeant avec un risque d'averse dans la matinée et à la mi-journée. Dimanche, retour du soleil avec des températures allant de 13 à 18 degrés. Lundi, soleil par intermittence avec un mercure restant très clément. Et enfin mardi, beau temps au programme avec une maximale de 19 degrés. Vous avez découvert la météo avec Eclectic. Galerie, Interior Design, Art and Gifts.